Oui, donc bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo quand même assez intéressante. On rentre un peu dans l'histoire, ok? C'est, première des choses, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il faudrait commencer à s'ouvrir les yeux, les oreilles, et puis regarder ce qui se passe en ce moment parce que depuis le coup d'État de la Guinée, il y a beaucoup de dénouements dans le positif, je crois bien, pour la libération des peuples africains. Moi, je pense que ça serait vraiment important. Et puis moi, je vous offre aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est l'intervention de Monsieur Alioune, monsieur qui défend les droits des hommes et la démocratie en Afrique. Donc, il a fait une intervention, puis je considère mes amis, très, très important d'écouter, car il nous donne une perspective de ce qui se passe en ce moment en Afrique, en Guinée, et les répercussions que ça va avoir. Et on est tous, je crois que tous les Africains sont interpellés là-dedans. Donc, pour moi, je me dois de m'arrêter et de donner cette information. Donc, c'est pour vous tous. En espérant avoir des commentaires, ce que vous pensez, vous, de la situation actuelle et dans quelle position vous pensez car c'est vraiment un combat d'unité, je veux dire, d'équipe. Je crois que les Africains se doivent de se mettre ensemble et de participer à cette révolution, si on veut, parce que ça va faire du bien aussi. Donc, je vous laisse là-dessus, puis pour une prochaine vidéo par la suite. Je voudrais rendre un hommage appuyé à M. Alioune Tine, qui a consacré sa vie à défendre les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. À quoi sert la CEDEAO, cette machine à broyer les Ouest-Africains? Pourquoi la CEDEAO est devenue un bidule, un ramassis de chefs d'État dont la plupart sont des dictateurs? Ils violent les constitutions, massacrent les peuples avec la complicité de la communauté internationale. Pour cela, il faut purement et simplement dissoudre la CEDEAO dans son actuelle mouture et fonder la CEDEAO des peuples. Où est la CEDEAO quand les constitutions sont tripatouillées comme en Guinée et en Côte d'Ivoire? Où est la CEDEAO quand les populations sont jetées en prison, décapitées et exilées? C'est Alassane Ouattara qui manipule actuellement la CEDEAO. Comment? Parce qu'il a réussi à nommer son ancien ministre, Jean-Claude Brou, un pleutre à la tête de la commission de la CEDEAO, et ce dernier agit selon son bon vouloir. C'est Alassane Ouattara qui pousse tous les autres chefs d'État à faire des troisièmes mandats. C'est lui qui y pousse Macky Sall du Sénégal. C'est encore lui qui a perverti Patrice Talon à mettre ses opposants en prison. C'est lui qui a encouragé Alpha Condé dans son aventure périlleuse, et c'est toujours Alassane Ouattara qui a soutenu Ibeka. Tant que les Ouest-Africains n'auront pas compris que c'est avec l'argent du cacao ivoirien et avec l'appui de son valet Jean-Claude Brou qu'Alassane Ouattara manipule la CEDEAO, nos peuples resteront sous domination. Il faut mettre un terme aux agissements nuisibles d'Alassane Ouattara. Merci à M. Alioune Tine et je vous invite à écouter l'intégralité de son intervention. Doyen Alioune Tine, à quoi nous sert la CEDEAO finalement? Je pense que l'accueil qui a été réservé à la CEDEAO en Guinée, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, ça part. En fait, la CEDEAO s'est totalement effondrée en Guinée pendant toute la période de préparation d'abord du changement constitutionnel, où la répression a été féroce, dure. On n'a pas entendu la Commission africaine des droits de l'homme, la CEDEAO, et au moment également où on a organisé les élections. La CEDEAO n'a pas joué un rôle fondamental. Moi-même, j'ai alerté. Donc, je voudrais quand même féliciter mon ami Fadel pour le travail qu'il est en train de faire à PLAF
Et vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de soutien aussi. La CEDEAO s'est cassé la figure. Et en réalité, c'est en Guinée où on a senti le plus la faiblesse de toutes les institutions, à la fois régionales, continentales et internationales. Parce que j'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu sur place. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec, comment dirais-je, Chambage. On a même tenu une réunion sur place. Quand on a publié notre rapport là sur les pathologies, je pense que si on l'a publié vite, même si les Nations Unies avec lesquelles on avait des relations qui nous ont demandé de le faire parce qu'ils étaient extrêmement inquiets par rapport à la situation en Guinée. Ils n'avaient vraiment pas la possibilité de voir comment intervenir. Parce qu'il faut bien le savoir, hein, Alpha Condé a terrorisé la communauté internationale, a terrorisé l'Union africaine. Pour que l'Union africaine y aille, mais il y avait des problèmes. Les gens, ils ont appelé Robert Dossou. Vous connaissez Robert? Moi, je connais ses amis parce que dans les années 2000, je coordonnais, si vous voulez, je coordonnais la libération, comme on dit, c'est la coordination pour la libération de Condé. C'est moi qui lui ai pris tous les avocats. Et effectivement, avec, je dis, le soutien de toute la classe politique sénégalaise. La première conférence de presse que j'ai faite, je l'ai fait à l'hôtel Indépendance. Je me rappelle, j'étais avec les Nias, les Djiboka, le défunt Djiboka. Il y avait les Tanor. Il y avait Idrissa Seck qui était venu en retard même pour dire je m'excuse. Donc, il avait le soutien de toute la classe politique sénégalaise. Je dirais toute tendance et, comment dirais-je, confondue. Un soutien très fort. Vous savez, c'est l'autre qui le protégeait à l'ambassade de Guinée. C'est Makili Gassama. Il était à l'époque ambassadeur en Guinée. Et l'autre lui a demandé de le soutenir. Mais j'ai l'impression que quand il a pris le pouvoir, il y a deux choses qu'il a faites. Et on s'est rendu compte de deux choses. Ça veut dire cette espèce d'instrumentalisation de l'ethnicisme. Mais vraiment de façon exacerbée. Moi, j'étais en Guinée dans l'histoire de l'empoisonnement. Je pense que c'est le premier problème qu'on a eu, lui et moi. Nous avons fait une déclaration pour dire quand même il faut arrêter ça. J'étais dans les hôpitaux, c'était hystérique. Ah, on a enlevé des gens, j'ai dit non. Attendez, faites des analyses, regardez ce qui se passe. Au lieu de dire voilà, telle communauté a empoisonné. Donc c'était ça. Et c'est un indicateur. Et c'est pas fini. C'est que la question de l'exacerbation ethnique, il l'a transférée sur le plan régional. Et c'est ça qui a amené des problèmes avec notre président. Hein. C'est ça. C'est surtout la question ethnique avec aussi le président de Guinée-Bissau et même le président du Nigeria. Et moi, j'ai discuté avec certains fonctionnaires de la CEDEAO qui ont dit attention à lui. Nous avons des problèmes à la CEDEAO. Et les questions ne sont pas seulement des questions politiques, mais également c'était des questions ethniques. Donc, c'est extrêmement dangereux. Je disais avec les Nations Unies, parce que moi j'étais là-bas à la veille des élections. Et les élections, quand on regardait la campagne électorale, c'était très ethniciste. Et c'est lui qui a lancé, et c'est Loudané lui a répondu. Et quand on a vu rencontrer tout le monde, y compris lui-même, quand on l'a rencontré, c'était très dur. C'était avec deux grandes dames, moi-même. Et c'est lui-même qui a insisté pour que je vienne le voir. À lui, il faut mettre tes affaires, et puis, parce que je le vois quand je veux. Il m'appelait tout le temps. Mais il a été dur. Il dit, bon, je t'ai écouté à RFI, tu m'as traité de dictateur. Tu es qui pour définir quand même les règles de la démocratie? Moi, ici en Guinée, je fais ce que je veux. Et effectivement, vous savez que son rôle de despote, il l'assumait. Il n'avait pas honte. Il dit, il le faisait et puis il disait, ben, écoutez, ici, il faut faire comme Kagame. Et voilà. Kagame, il dit, bon, voilà, mais au moins dans le domaine de la gouvernance, on voit quelque chose, on peut se dire, bon, dans le domaine des libertés, les gens, ils peuvent faire un certain nombre de sacrifices parce qu'ils voient le pays se développer. Mais vous avez un pays qui est le plus développé et le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est énorme. Les ressources de la Guinée, il y a tout. C'est une véritable bénédiction. C'est un véritable miracle géologique. C'est comme ça que les gens disent. Un scandale géologique, la Guinée. Mais à cause de ça aussi, la Guinée est pauvre. Parce qu'en réalité, le leadership ne s'assoit pas pour discuter,
pour voir comment répartir cette manne. Et vous avez une minorité, plus les entreprises, et avec la corruption, on voit ce qui se passe en Guinée. Tout le monde est devenu presque... il y a une infime minorité de gens riches et des pauvres. Et quand on m'a dit qu'on a trouvé dans sa chambre 23 milliards de francs CFA, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, les gens qui ont dit, mais écoutez, lui, il n'aime pas l'argent, je me dis, mais attendez, quand même, dans sa propre chambre, sans compter sa manière aussi de gérer, hein, pour les gens qui regardent, même les clés, quand vous allez à la présidence, les gens, ils viennent, ils murmurent, ils sortent les clés, ils les donnent, ils disent, c'est incroyable. Il va, il vient. Donc, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, le coup d'État, il n'y avait que lui qui n'avait pas vu venir le coup d'État. Hein. En réalité, il a fait amener Doumbia contre peut-être l'armée nationale pour mieux se protéger, arrêter sa protection. Mais dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas penser que c'est ce Doumbia-là qu'il est allé chercher en France, qui allait être effectivement son bourreau. Donc, nous, on condamne le coup d'État militaire. Mais le coup d'État militaire, tout le monde s'attendait au coup d'État militaire. J'étais là-bas au mois de mai, j'ai discuté avec les gens. Et puis c'était un moment même où on avait augmenté, je pense, la viande, le carburant et tout. Et on manifestait à Cancan. Dans son fief, à Cancan. C'est très significatif. Nous, d'ailleurs, on devait partir à Cancan, puisque j'étais dedans. Bon, il a dit, écoutez, on arrête. Toute l'équipe des Nations Unies, hein, on a arrêté les trucs. On va déclarer persona non grata. Et je suis parti. Et quand on discute avec les gens, c'est la seule voie de sortie. En fait, il y a eu l'insurrection, le FNDC. Et il faut réfléchir aussi sur le FNDC. Le FNDC, pour la première fois, avait regroupé tous les Guinéens. Toutes ethnies confondues. Ça veut dire que la question ethnique est instrumentalisée. Mais quand même, la Guinée a... J'ai vécu les crises, hein. 2000, 2007, c'était à la Rado. Ici, derrière, les syndicalistes venaient, l'opposition venait, tout le monde venait pour faire les conférences de presse. Quand il y a eu aussi le 28 septembre, les femmes qui avaient été violées, il y en avait 11. C'était à notre charge. Donc, on connaît un peu la crise. Lui-même, il venait tout le temps. Il venait tout le temps à la Rado. Avec Djané. Des fois, Djané, il attendait pendant très longtemps dans notre truc. Il venait, on discutait. Et donc, il sait ce que c'est que la démocratie pour avoir été pendant 40 ans vraiment ce qu'on appelle l'opposant absolu, vénéré, qui avait une réputation extraordinaire. Maintenant, de mon point de vue, je pense, la CEDEAO se trompe en haussant le ton, parce que quand même, ils n'ont pas aujourd'hui, si vous voulez, l'autorité à la fois morale et politique pour dire, écoutez, voilà ce que vous devez faire 6 mois. Tout de même, comment? Connaissant quand même les problèmes électoraux en Guinée, connaissant les contentieux, connaissant tout ce qui se passe en Guinée. Parce qu'en 2005, vous étiez là, mais le président de la CENI, c'était même pas en Guinée, c'était le général Sangaré du Mali. Parce que les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. 2010 exactement, entre le premier et le second, c'était le général Sangaré. J'étais là. Il y avait le président Diouf qui était là, il y avait Sangaré, il y avait Boukounta Diallo et tout. Et maintenant, et la francophonie. Là aussi, pendant les élections, on a discuté, les gens n'étaient pas d'accord. On est allé discuter avec les gens de la CENI, c'était 2 camps. Donc, de mon point de vue, il faut préparer minutieusement la réflexion sur les prochaines élections. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que la CEDEAO permette aux Guinéens de discuter et d'être d'accord, d'avoir un consensus fort sur les organes de régulation, sur le processus électoral, de manière à ce que si quelqu'un est élu, dès le lendemain, qu'il soit félicité et que la Guinée démarre. Il faut tirer les leçons du passé. C'est extrêmement important. Donc, il faut leur laisser le temps. Ce n'est pas possible 6 mois. Voilà, mais aussi, ne pas aller au-delà de 18 mois.
Moi, j'entends parler de, comment dirais-je, des propositions de 5 ans, ou 3 ans. Non. Vous savez, quand vous faites 5 ans, vous allez pouvoir faire encore 5 ans. Et quand vous allez faire 5 ans, vous allez rester pour l'éternité. Parce que c'est trop bon. Et nous, une fois qu'on est sur le fauteuil, pour se lever, c'est extrêmement difficile. 3, je pense que le FNDC a joué un grand rôle, notamment Abdourahmane Sano. Mais je pense que le FNDC, c'est maintenant que le FNDC doit essayer d'aider pour qu'on aille vers un succès de la transition. C'est extrêmement important. C'est important aussi que l'opposition, que les gens fassent un peu soient un peu vigilants. La vigilance, c'est important. Vous savez, on ne peut pas donner un chèque en blanc aux militaires. Hein. Et les militaires ne sont pas faits pour gouverner, ils sont pas faits pour faire la guerre. Donc, ils doivent effectivement, s'ils sont des patriotes, créer les conditions d'une bonne transition en Guinée. Transition respectable. Quitte maintenant à faire comme à peu près ATT avait fait à l'époque. Mais vous entrez dans le civil et vous essayez de vous faire élire. Mais dans le contexte actuel, il faut que les militaires, moi, ce qui me fait peur, dès qu'ils sont arrivés, vous prenez le maillage territorial de l'administration territoriale, il n'y a que des militaires. Quand même, c'est inquiétant. Ce n'est pas le rôle. Les gouverneurs, les préfets, tous des militaires. Ça pose des problèmes. Les gens doivent être vigilants par rapport à ces signes qui font qu'une fois que les gens sont habitués à commander, à avoir de l'argent, et quand ils sont également dans les... Ils vont commander comme s'ils étaient dans les casernes. Ce n'est pas leur rôle. Et il faut le leur dire. Il faut dire aux militaires, vous avez fait le boulot, comme on dit, on prend acte pour être... Parce que quand même, les coups d'État, c'est les symptômes des dysfonctionnements de la démocratie. C'est ça que j'ai dit. Ça montre que la démocratie est malade. C'est les symptômes des pathologies de la démocratie. Mais ce n'est pas des remèdes. Parce que la plupart des gens ont fait la confusion pour dire que c'est un remède à la démocratie. Non, 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 non. Ce n'est pas un remède. Ça veut dire que la transition aussi, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que c'est une sortie de crise. C'est une sortie de crise qui se fait par des élections et effectivement élire, si vous voulez, un personnel politique qui soit légitime. Voilà, merci. Merci. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.